Bonsoir. Je tiens à remercier Monsieur Lee, directeur du Centre culturel, d'une présentation aussi élogieuse. Donc je suis très impressionné par ses paroles. Je vais essayer d'être à la hauteur. J'ai été ravi de discuter avec les différentes personnes du Centre culturel, dont le directeur, pour être avec vous ce soir, parce que au fil des années, la cuisine coréenne a pris une place significative. D'abord parce que les Coréens, comme beaucoup de Français, d'Européens, d'Asiatiques, ont pris conscience que la cuisine, la nourriture était culturelle. Et c'est vrai que j'ai souvenir, plus jeune journaliste, d'avoir entendu une phrase qui m'avait énormément marqué. C'était du dramaturge allemand Bertolt Brecht, qui était plus connu comme un maître de l'esthétique de rupture, comme un maître du théâtre épique. Et chaque fois qu'on allait le voir, on lui posait la question, mais qu'est-ce que la culture? Et un jour, exaspéré par toujours cette question, il pointe une boîte de camembert et dit « Das ist Kultur ». Et c'est vrai que c'est un des aspects de découverte de l'autre, du goût des autres, qui permet de mieux comprendre des personnes qui vivent dans une autre société, dans une autre culture. Et lorsqu'il vous arrive d'aller dans un pays où vous ne maîtrisez pas la langue, où vous avez des connaissances réduites, la première chose que l'on va partager avec l'autre, c'est ce qu'il mange dans son quotidien. C'est cette ingérence. Et finalement, on a une assimilation du quotidien de l'autre à travers un plat que nous allons partager. Et sans être dans de trop grandes références chrétiennes, c'est une sorte de communion qui peut être inconsciente, mais qui existe. Et à la question du pourquoi de la cuisine coréenne est-elle de plus en plus dans notre quotidien, la chose est assez drôle. Dans les années 80, dans les guides, était évoquée la cuisine coréenne d'une manière assez réductrice. On disait qu'elle était fort mal connue, et dans un guide notamment, en 1980, il n'y avait que 5 restaurants coréens présents. Dans les années 1995, pardonnez-moi Monsieur Claude Lebet, je n'évoque pas votre ouvrage, vous avez déjà, vous également, évoqué ces cuisines entre guillemets exotiques ou d'ailleurs. En tout cas en 1995, était à peu près, dans un ouvrage de Gaumillot, il y avait à peu près une trentaine de restaurants qui étaient référencés à Paris. Aujourd'hui, plus de 70 restaurants spécifiquement coréens proposent des plats avec des gourmandises des plus goûteuses. D'abord peut-être parce que, à la différence d'autres cuisines asiatiques, nous pouvons dire d'une manière assez simple et claire que la majorité des restaurants coréens proposent une cuisine coréenne réalisée par des Coréens. Alors, attention à ce débat de cuisine authentique. Comme me disaient des diplomates asiatiques, c'est pas parce que c'est un cuisinier d'un autre pays qu'il faut nécessairement se méfier, à la condition que cet autre cuisinier ait une connaissance, une maîtrise, un apprentissage dans la gastronomie qu'il va représenter à sa table. En d'autres termes, pour être plus abrupt, c'est pas parce que vous êtes un cuisinier chinois que vous faites de mauvais sushis, même si aujourd'hui la majorité des propositions de sushis japonais dans la capitale française n'est pas à la hauteur parce qu'il n'y a pas de maîtrise. Et avec la cuisine coréenne, ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas de tromperie. Ça, c'est la première chose. Alors, souvent, on se demande comment nous sommes passés de 5 à 70 établissements en 3 décennies. Il y a plusieurs paramètres. C'est que souvent,
ce sont de grands événements internationaux qui modifient la donne. Je pense que le premier curseur, si on veut en mettre un, ce sont les Jeux Olympiques de Séoul en 1988. D'un seul coup, le monde entier a découvert que la cuisine coréenne n'était pas la cuisine de ses grands voisins, en l'occurrence les gastronomies chinoises et les gastronomies japonaises, mais qu'elles étaient à la fois un trait d'union avec des spécificités. De la même manière, quand Raymond Oliver est allé à Tokyo pour les Jeux Olympiques de 1964, il est revenu avec... alors, Raymond Oliver, pour les plus jeunes, était une référence à la fois gastronomique avec le Grand Véfour, au Jardin des Palais Royal, mais aussi télévisuel, parce qu'il a été un des premiers à nous mettre en appétit dans ses émissions en noir et blanc. Et bien lui, finalement, a quasiment initié la nouvelle cuisine en France en ayant été goûter cette cuisine de l'archipel. Alors, 64, du coup, la cuisine japonaise apparaît. 88, la cuisine coréenne existe. Et après, de phénomène en phénomène, d'une manière lente, mais ça s'est précipité avec 2002. En 2002, la Coupe du Monde de football, pardon, là je ne suis pas dans les fourneaux, mais j'essaye de mettre en perspective le pourquoi de cet engouement et pourquoi cet intérêt croissant, notamment en France, mais aussi en Europe. En 2002, la Coupe du Monde, qui avait lieu à la fois en Corée et au Japon, a permis notamment à un certain nombre de gourmands japonais d'effacer toutes les années d'incompréhension. Je pourrais dire que, aussi bien dans le monde politique et économique, mais aussi dans le monde culturel, les deux pays se sont rapprochés et ont effacé le « je t'aime moi non plus ». Du coup, après cette manifestation sportive, j'aborderai le sujet notamment emblématique du kimchi, eh bien, l'un des plats préférés des Japonais aujourd'hui, c'est le barbecue coréen. Alors, c'est un paradoxe par rapport aux tensions qui ont pu exister, mais si on veut faire des comparatifs, on peut dire aussi qu'un des plats préférés des Français, c'est le couscous. J'arrête là la comparaison, mais c'est toujours ces allers-retours qui enrichissent les curiosités gustatives, en fait. Alors, j'évoquais ces moments internationaux sportifs, du coup on découvre. Et à partir de là, d'autres phénomènes, plus récemment dans la jeunesse française, notamment avec les manhwa, c'est-à-dire les bandes dessinées coréennes, et également la pop coréenne, je ne sais pas comment on dit, je crois qu'on dit K-pop ou K-pop, je ne sais pas exactement, ça donne envie d'aller creuser les choses. Et c'est vrai que cette cuisine gourmande a beaucoup d'intérêt pour nous. D'abord parce qu'elle entre dans un contexte très d'une cuisine asiatique septentrionale, c'est-à-dire comme chez ses voisins chinois, vietnamiens, même si on considère que le Vietnam n'est pas tout à fait dans cette région, et leurs voisins de l'archipel nippon. La nourriture est d'abord et avant tout un élément médicinal. Alors ça, c'est quand même toujours important, et il est aussi très important dans cette région du monde de mettre en avant la saisonnalité. C'est que je pense toujours au film de Kim Ki-duk, ce réalisateur coréen avec un titre magnifique, même si le sujet n'est pas gourmand, c'est printemps, été, automne, hiver et printemps. Et c'est vrai que aussi bien dans le choix des vaisselles, aussi bien dans le choix de l'harmonie des plats proposés, nous sommes dans le goût coréen toujours très sensibles à cette saisonnalité. Et évidemment,
d'autres pays de cette région du monde n'est pas non plus insensible. Et ça, c'est quelque chose qui marque une table coréenne. Et si je voulais dire pourquoi cette cuisine est une des plus goûteuses, des plus agréables, si M. Lebey exprime un désaccord, j'en serais heureux, c'est que je crois que dans les gastronomies, il y a l'expression d'une philosophie. Et la philosophie, pardonnez-moi mes propos peut-être un peu vifs, chinoise et française, joue plus l'arrogance des chefs. C'est que je crois qu'il y a une cuisine qui additionne et une cuisine qui soustrait. Et la cuisine qui additionne s'exprime merveilleusement dans la grande cuisine chinoise comme dans la grande cuisine française. On ajoute pour montrer la qualité extrême du chef. C'est le chef, c'est un petit peu cette publicité en France, c'est moi qui l'ai fait. C'est regardez ce que je suis capable de faire, regardez ma composition, regardez mon excellence. Et à côté de ça, il y a une cuisine, pour moi, s'exprime d'une manière évidente dans la gastronomie italienne ou dans la gastronomie japonaise, c'est une cuisine qui soustrait, c'est-à-dire qui met en valeur le savoir-faire évidemment du chef, mais ce savoir-faire est au service du produit, au service de la mise en beauté, de la qualité du fruit, du légume, de la viande qui est offerte aux gens, aux convives. Et le grand génie à mes yeux de la cuisine coréenne, c'est d'être un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de mettre en avant le produit, mais aussi avec un côté, je dirais, les Coréens sont les seuls latins du nord de l'Asie, avec quelque chose de très convivial. Par exemple, il y a cette abondance toujours. C'est copieux, voilà. C'est pas les purs de leurs voisins de l'archipel. D'ailleurs, si par exemple il y a des sashimi très réputés en Corée, ces tranches, ces lamelles de poisson cru, beaucoup de touristes japonais vont en Corée parce que l'art de la découpe est quelque chose de très présent dans la tradition culinaire coréenne, et en plus c'est beaucoup plus copieux que ce que vous pouvez trouver dans les restaurants de Tokyo ou des grandes villes japonaises. Donc il y a une générosité que l'on peut trouver d'une manière évidente sur de nombreuses tables, et cette générosité s'exprime aussi dans un sens d'une grande liberté. Quand je dis d'une grande liberté, c'est la table coréenne, tous les plats sont proposés, donc c'est ouvert. Et il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de rituel, c'est au gré de vos envies, au gré des conversations de vos voisins, vous allez picorer là, vous allez prendre un morceau de tel plat ici, comme vous le sentez, c'est pas voilà, tel plat avec telle chose, comme ça. Donc ça, c'est aussi une spécificité, c'est la liberté, c'est jouer de la soustraction, mais dans l'addition des plats proposés et de la quantité de ces plats. Donc c'est quand même plutôt quelque chose d'agréable, avec le plaisir du goût, sans pour autant oublier les saisons et les bienfaits des produits que nous avons. Je dirais que c'est presque une formule magique, ce qui a fait dire à la presse japonaise au moment de 2002 que si les footballeurs coréens étaient si bons, c'était grâce au kimchi. Ça, je sais pas, mais dans ces allers-retours, c'est intéressant de penser qu'il y a encore peu, les Japonais, finalement, regardaient d'un mauvais œil le kimchi, je pourrais revenir sur le kimchi tout à l'heure, en disant que les Coréens, c'était des mangeurs de kimchi qui puaient l'ail. C'était quand même des termes très violents il y a encore 30-40 ans. Aujourd'hui, tout ça est passé dans l'histoire ancienne. De plus en plus de produits japonais se trouvent dans les supermarchés de nombreux pays. J'ai vu du kimchi à Singapour, évidemment au Japon. Par exemple, le Japon est le premier
importateur de kimchi au monde, bien loin avant les États-Unis. Donc on est loin de cette vieille histoire. Et si je voulais faire un jeu de mots hasardeux, c'est que kimchi est devenu presque kimchi en japonais. Kimchi, ça signifie un sentiment de bien-être. C'est entré totalement dans les mœurs. Dans les mœurs gourmands, parce que cette cuisine coréenne, je dirais, elle favorise l'ouverture des cœurs. C'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti, notamment avec des Coréens qui ont à la fois cette conscience du bien manger, du bien boire, et sans réserve. Ça, il y a quelque chose aussi de dionysien un petit peu dans la manière dont on aborde la nourriture en Corée. Alors, j'ai évoqué cette notion de soustraction et addition. C'est vrai qu'aussi la tendance de la cuisine coréenne est dans l'air du temps. Les bonnes choses, il y a aussi cette notion de slow food. Il faisait un petit peu du slow food sans le savoir, comme M. Jourdain avec la prose. C'est que il y a le rythme des saisons, mais il y a également cette notion de proximité. C'est que la cuisine des montagnes n'est pas la cuisine maritime. Et c'est vrai qu'il y a une sensibilité à la proximité du producteur qui a exploité telle et telle denrée. Donc ça, c'est quelque chose qui me réjouit. Et comme je vous l'avais évoqué concernant les vertus médicinales, il y a bien sûr aussi une importance des croyances et des traditions. Le Tao, qui vient de leur voisin chinois, prend en compte des principes, le principe des 5 éléments, les principes des couleurs, les principes des goûts. Alors je les ai notés, mais je ne veux pas vous accumuler de données que vous pouvez trouver ça et là, soit sur Internet, soit dans des publications spécialisées. Et bien que sur le goût de la cuisine coréenne, très peu d'ouvrages existent en langue française. Il en existe un certain nombre en langue anglaise, mais très peu. C'est vrai que cette notion d'harmonie est quelque chose d'assez important dans le goût coréen. Et si je continue, j'ai essayé de faire non pas un chemin de fer, hein, ça c'est un terme journalistique, mais une continuité dans ce que je suis en train de vous évoquer, c'est évidemment l'emblématique kimchi. Alors pour beaucoup de Français, c'est le bonheur absolu ou bien une réserve assez forte. Et ce qui m'intéresse, c'est de se dire d'où vient ce génie du kimchi. Eh bien, c'est l'interprétation et l'appropriation de différentes techniques qui sont venues ça et là. C'est que la notion de fermentation, c'est ce que je pense, c'est ce que je voulais dire peut-être en conclusion, c'est pourquoi les Français aiment tant aussi le goût coréen, c'est que nous avons en commun l'excellence, la fascination, le plaisir de la fermentation. Voilà, c'est pas pour rien. Si on aime le kimchi, au pays des fromages, peut-être qu'il y a quelque chose de la fermentation qui est à prendre en compte. Et cette fermentation dans de l'eau salée que les Chinois faisaient bien avant dans des jarres, les Coréens l'ont enrichi. Alors ils l'ont enrichi, certes, déjà avec l'ail, mais avec un paradoxe, c'est que le kimchi tel que nous le connaissons aujourd'hui n'aurait pas existé si les Européens n'avaient pas fait la découverte du Nouveau Monde. C'est-à-dire que si Christophe Colomb, je vais aller jusqu'au bout du paroxysme, si Christophe Colomb n'avait pas ramené dans ses cales du piment, ce piment qui va ensuite arriver en Afrique, mais va ensuite prendre la route des Indes et arriver avec les Portugais qui sont les premiers Européens à aller d'abord dans l'archipel nippon, eh bien le kimchi n'existerait pas sous la forme telle que nous le connaissons aujourd'hui.
parce que ce sont ensuite les Japonais de l'archipel voisin qui ont introduit le piment en Corée. Et pas que le piment, la patate douce, la pomme de terre, le maïs. Et c'est ce savoir-faire, c'est cette intelligence gourmande des cuisiniers coréens qui ont pris cette technique chinoise, ont pris ce piment venant du Nouveau Monde via le Japon, qui ont fait le kimchi. Je dis souvent ça parce que il y a des cuisiniers qui sont très très fiers. Je pensais il y a quelques années d'avoir interviewé des restaurateurs dans le sud de la France, et puis qui disaient mais la ratatouille, c'est tellement français, il n'y a que nous qui avons pu faire ça. Je dis oui, c'est vrai, c'est un savoir-faire de cette région française. Simplement, avant l'avenue de Catherine de Médicis, les sujets du royaume mangeaient plutôt essentiellement des racines. Et que la ratatouille, c'est une tomate qui vient du Nouveau Monde, c'est une aubergine qui a eu aussi une épopée incroyable, qui est venue de l'Inde, qui a pris une grandeur dans le monde perse, et ce sont les Turcs puis les Arabes qui l'ont fait passer par l'Espagne. Et la tomate, au début, les religieux catholiques disaient que c'était un fruit du diable et que c'était dangereux, c'était certes dans les potagers, mais on n'y touchait pas. Il a fallu du temps, et c'est vrai que la ratatouille, ça sent tellement bon la Provence, mais voilà, il faut toujours expliquer que les cuisines, ce sont des rencontres, c'est step by step, j'aime pas ce terme, mais c'est étape après étape que naît un plat génial, en l'occurrence pour moi le kimchi. C'est un point de vue. Alors le kimchi, j'ai fait cette expérience un peu, des confrères m'ont dit que c'était un peu retort de ma part et un peu faux. Comme il y a énormément de kimchi différents, on peut dire que le kimchi c'est la main de celui ou de celle qui le fait. Généralement dans les familles, il y a une recette qui est spécifique. Vous pouvez le faire évidemment à base de choux chinois, mais aussi à base de radis, de navets. On pourrait presque, dans la provocation, dire qu'il y a autant de kimchi que de mains coréennes. Et ce kimchi, je suis allé chez des cavistes, j'ai ouvert mon pot de kimchi, j'ai dit « Bon, alors, qu'est-ce que vous me proposez comme vin avec ça ?» Parce que j'ai eu des dîners épiques, parfois malheureux. Certains crus de la région bordelaise avec du kimchi, le mariage n'est pas heureux. Vraiment. J'ai longuement parlé avec des cavistes et puis nous nous sommes mis d'accord. Pour eux, à vous de voir, j'en suis pas encore totalement convaincu, mais un chardonnay, un cépage qui est, à part de Bourgogne aligoté, qui est l'expression des terres de Bourgogne, semble intéressant, mais il faut un chardonnay un peu charpenté, parce que c'est le kimchi, voilà, il faut l'affronter. Voilà, ça c'est le genre d'expérience que j'invite toute personne sans connaissance. Je ne suis pas un cuisinier, je ne suis pas un critique gastronomique, je suis simplement toujours intéressé par des aventures gourmandes. À l'inverse, si j'évoque ce kimchi, il y a une boisson qui pour moi est emblématique de la Corée, c'est le makgeolli. Le makgeolli qui est une sorte de vin de riz, on pourrait dire. Le vin de riz qui a très peu d'alcool, autour de 6 degrés à peu près, c'est de se dire, c'est tellement bon avec la cuisine coréenne, mais qu'est-ce que je pourrais préparer ou qu'est-ce que je pourrais dans la cuisine française associer au makgeolli? Alors le makgeolli, c'est sous une forme laiteuse pour les personnes qui n'en ont jamais vu. Ça ressemble un peu à la chang tibétaine,
ou au saké nouveau non pasteurisé coréen, japonais. C'est en termes d'apparence et aussi en termes de goût. C'est assez doux. Si ça vous amuse, les expériences que j'ai pu faire comme un fou dans un laboratoire, mais en fait c'était dans ma cuisine, c'est d'associer par exemple des fromages comme un comté, des pâtes, oui, comme le comté, comme le parmesan. Si l'affinage est ancien, c'est intéressant, que vous associerez par exemple avec des algues séchées qui sont beaucoup plus parfumées en Corée qu'au Japon. Alors en japonais on dit nori, mais je ne connais pas le terme, mais disons des herbes, des algues croquantes, séchées, que vous entourez d'un morceau de fromage. Avec le makgeolli, eh bien, la rencontre est assez sympathique. Ce n'est pas culinairement peut-être correct. Des mariages peuvent se faire. Là, je fais une petite parenthèse. Je trouve toujours très intéressant des rencontres. Mais pas une rencontre dans la tendance qui a été très malheureuse et qui existe toujours dans certains établissements parisiens, de nous faire de la food fusion. C'est-à-dire, on nous mélange une plante vietnamienne avec une sauce japonaise, avec un produit français, tel que le foie gras, et on nous propose ça, et là, ça revient à ce que je disais, l'addition, l'accumulation, c'est terrible. C'est terrible. Alors là, je prends rarement parti pris, mais ça, je trouve que c'est une honte pour l'histoire des cuisines, une honte pour l'histoire des produits, une honte pour le palais du convive. Ceci étant, pourquoi ne pas essayer une rencontre? Voilà, le métissage, je trouve que gastronomiquement, ça engendre de belles expériences, mais pas l'accumulation de n'importe quoi en prenant un peu de tout. Essayons sur un produit français et un produit coréen, selon les goûts des uns et des autres. Alors, j'ai abordé le kimchi et le pain français, le kimchi par exemple avec l'enthousiasme aujourd'hui de ses voisins japonais. Il y a aussi une question qui m'amuse, parce que en Corée, la viande est quelque chose d'important, parce que le barbecue coréen c'est une chose, et c'est vrai que aussi là, l'exemple a été l'invasion des Mongols. C'est que c'est les Mongols qui ont fait connaître aux Coréens le lait, la viande de mouton et ce principe de barbecue. Et vous me direz, oui, mais la tradition bouddhique, normalement, n'invite pas les personnes qui sont dans la voie du Bouddha à consommer de la viande. Alors ça, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé un certain nombre de fois. C'est plus compliqué que ça. Alors, si je voulais être retors ou coquin vis-à-vis de mes amis tibétains, beaucoup mangent de la viande, ils ont trouvé le truc, ils disent « Ah non, nous on les tue pas, c'est les musulmans qui sont à l'abattoir, donc il est mort, on peut y aller. » C'est un point de vue. Ce qui n'est pas totalement inexact, c'est que si l'on va dans les textes premiers que l'on trouve dans ce qu'on appelle le bouddhisme primitif, ou ancestral, ou originel, le bouddhisme dit des anciens, qu'on trouve dans les textes du Theravada, c'est-à-dire plutôt au Sri Lanka, ex-Ceylan, il est dit qu'il n'est pas possible, selon la voie du Bouddha, de tuer d'animaux. Mais si l'animal a été renversé et mort, et si on est un peu dans une tradition qui existe aussi dans le chaman ou dans des religions ou des croyances antérieures, en le respectant, on peut le manger. Alors, il y a des radicaux qui vont dire non, non, on ne touche pas, et d'autres, on peut le manger. Donc les Coréens, dans la tradition purement de la cuisine bouddhique, vous diront non. Après, la question délicate est de savoir est-ce que c'est la même chose avec le poisson, est-ce que c'est la même chose avec les œufs.
c'est des histoires sans fin qui, selon les traditions, les obédiences et les écoles, chacun voit midi à sa porte et je ne développerai pas plus ce sujet. Mais l'étrangeté, c'est que en Corée, les légumes sont aussi bien mis en avant que les produits carnés. Et c'est pas une étrangeté, c'est vrai aussi dans d'autres pays, avec la non-interrogation de l'interdit ou non. Après, c'est chacun qui, selon sa propre exigence et sa propre voie, ira plutôt vers cette gourmandise complexe qui va aller, pardonner les âmes sensibles, aller jusqu'à manger du chien. Et le chien existe aussi dans d'autres traditions, telles qu'au Vietnam. La seule différence, c'est que les saisons ne sont pas les mêmes au Vietnam ou en Corée. Dans l'un, on préfère manger l'hiver parce qu'on dit que ça réchauffe, que c'est revigorant. Dans d'autres, on pense que c'est mieux l'été parce que ça désaltère. Il y a toujours dans ces deux pays imprégnés de la culture chinoise cette notion aussi que je n'ai pas évoquée dans le divin Tao, ou plutôt dans la voie, dans le Tao, du yin et du yang. C'est encore un autre sujet, et ça, ne vous inquiétez pas, pour les âmes sensibles, vous n'en trouverez pas dans les restaurants parisiens. C'est vrai que c'est toujours intéressant de parler des plats qui fâchent. On mange aussi, alors je demande que les Coréens qui sont ici me disent si je dis une bêtise ou non, je crois qu'on mange aussi de la baleine en Corée. Oui ou non? Oui. Je confirme. Bien. Donc on mange de la baleine. C'est aussi un sujet très problématique dans les consciences du regard ethnocentrique, je dirais, que nous avons, nous, en Europe. J'ai des confrères asiatiques qui m'ont mouché à plusieurs reprises. Je dois avouer que je trouve que la viande de baleine, c'est délicieux. J'ai eu beaucoup de disputes avec des représentants de Greenpeace, parce que je disais, évidemment, il y a baleine et baleine. Nous, on croit qu'il y a une baleine, il y a une baleine. Il y a quantité d'espèces de baleines différentes. Si la baleine est en danger de disparition, évidemment, il faut interdire toute chasse, toute expérimentation et tout arrêter. Et il y a des baleines qui ne sont absolument pas en danger. Alors là, je sais que je ne me fais pas d'amis peut-être dans l'assistance en disant cela. Il faut avoir un regard objectif par rapport à des traditions culturelles. Les Norvégiens, les Islandais, les Inuits, les Japonais et les Coréens mangent de la baleine. Et c'est là où mes confrères asiatiques me disaient, on ne vous fait pas des leçons dans la manière dont vous gavez les oies en France. Alors, on en était arrivé dans la conclusion que c'est vrai, on peut se dire qu'on peut manger du foie gras dans certaines régions, c'est pas la peine de l'exporter à outrance et de dire que c'est la meilleure voie. De la même manière, les Coréens apprécient cette viande à juste titre, et je reviens à ce que je disais en introduction à cet échange que j'ai avec vous ce soir, c'est culturel. Alors, voilà, je crois qu'il faut toujours être attentif, et pour découvrir une cuisine, comme pour découvrir une société ou une culture, il faut être humble, c'est-à-dire déposer tout son background culturel, tous ses bagages, et se laisser porter. Après, il y a des goûts et des dégoûts. C'est comme ça, mais nous l'avons aussi dans notre propre expérience, dans une découverte d'une cuisine régionale, où qu'elle soit, y compris dans notre propre pays. Quand j'évoque aujourd'hui que j'adore les cuisses de grenouille ou les escargots, il y a beaucoup de mes concitoyens qui font la grimace. Donc il faut aller vers le goût coréen avec toute son innocence, si je puis dire. Et là, il y a toujours de bonnes surprises. Je ne sais pas si dans le temps tout va bien, oui, parce que j'ai encore plein de choses à dire, mais il va falloir un moment passer de la théorie à la pratique. Hein. Voilà, je crois que
j'ai évoqué ce principe du pourquoi, au fur et à mesure, entre les grands événements internationaux, les mouvements d'une génération plus jeune qui s'intéresse de plus en plus à la culture coréenne hors des assiettes, que obligatoirement, eh ben, on veut aller y goûter. Et aller y goûter, c'est ce moment de partage que les Coréens savent si bien faire, comme aussi beaucoup d'autres sociétés dans le monde, mais j'ai toujours grand plaisir à me retrouver devant cette cuisine généreuse, abondante, gourmande, goûteuse, et qui m'a toujours apporté que des bonnes surprises. Voilà. Voilà, j'ai été un peu bavard, mais je crois que c'était le sujet de notre rendez-vous grâce à Monsieur Lee ce soir. Je crois que l'usage, et que si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Sinon, nous pourrons aussi également, si vous le souhaitez, autour du buffet, poursuivre par vos interrogations ou les miennes cet échange. En tout cas, merci de votre attention. Ok. Oui. Quels sont les produits marins qu'on trouve sur les marchés? Les produits Marins. marrons. Marins. Ah, marins. Sur les marchés. Énormément. En Corée ou dans les épiceries, par exemple, parce que petite parenthèse. À Séoul, dehors, dans les marchés. Alors, les marchés, c'est une richesse, c'est une corne d'abondance parce que la proposition est immense. Et je dirais quasiment tous les produits imaginables ou inimaginables, avec la réserve, c'est que parfois dans les présentations, si vous n'avez pas un gourmand ou une gourmande coréenne à vos côtés, vous avez parfois du mal à les identifier. Mais sur les produits marins, tous les poissons, à la fois des poissons d'eau douce, mais des poissons pêchés sur les côtes, il faut savoir que le littoral coréen est très très grand. Donc il y a une disponibilité, une diversité de produits qui vont évidemment de tous ces poissons que nous connaissons, mais aussi avec beaucoup de coquillages et crustacés que l'on peut retrouver dans des soupes. Quand vous aimez le poisson, le choix est immense. Et si vous n'avez pas l'opportunité d'aller en Corée dans les semaines, les mois ou les années qui viennent, de plus en plus d'épiceries coréennes offrent un choix de plus en plus riche, notamment à Paris, dans le quartier de la rue Sainte-Anne, pour évoquer les deux grandes épiceries aujourd'hui qui sont là, et même, alors là je ne suis plus dans les produits carnés de la mer, et même une boucherie qui a été une illustre boucherie traditionnelle française pendant près de 40 ans, qui aujourd'hui est une boucherie coréenne. Et c'est très... rue Sainte-Anne, en face de S-Mart. Voilà, dans le haut de la rue Sainte-Anne. D'autres questions? On a le micro là. J'avais une petite remarque aussi avec le kimchi. Je ne sais pas si on vous a conseillé l'association avec le champagne ou les vins effervescents. Ça marche plutôt bien. Je vais essayer. Ça, c'est une très très bonne remarque. Il faut un vin avec une bonne acidité pour bien lutter avec le kimchi. Je pense qu'avec le kimchi, il faudrait la même chose qu'on apprécie avec la choucroute. C'est un peu la procédé de fermentation, c'est-à-dire ou de la bière, ou un vin avec une certaine acidité. C'est-à-dire justement des vins soit allemands, soit français, du genre Riesling, etc. Je pense que ça ira mieux avec le kimchi.
Vous me donnez des idées. Et je crois que vous n'êtes pas totalement opposé dans ce que vous dites. J'essayerai effectivement avec une bière ou un Riesling. Merci du Champagne, ça fait un petit peu une certaine tradition de nouveau riche. On mettait un peu de la choucroute au champagne. C'est à mon avis scandaleux quand on pense au mal qu'il faut se donner pour faire du champagne. Et après ça, on le met dans du champagne, c'est-à-dire que ça n'a plus de bulles, ça n'a plus rien du tout. Alors, on va en mettre un autre fois. D'autres questions ou remarques? Et je vous remercie d'abord que vos recherches, enfin, des documentations sur la cuisine coréenne. En tant que personne qui s'intéresse à la cuisine coréenne, et moi-même coréenne, j'entends beaucoup de Français, les étrangers, qui parlent sur la cuisine coréenne, mais je pense que vous avez donné, en tant qu'occidental, une vision assez précise sur la cuisine coréenne, donc je vous remercie beaucoup. Et je voulais aussi entendre de votre culture, c'est-à-dire occidentale, et pour vous, en plus qui connaissent assez bien la cuisine de la région asiatique, pour vous très brièvement, qu'est-ce qui pourrait être une grande différence ou caractéristique de la cuisine de trois pays, chinoise, coréenne et japonaise, de manière assez simple, voilà. Grande question, ça, qu'on nous pose souvent. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire très simple. Je l'évoquais durant cette conférence, je crois que c'est une cuisine qui n'est pas aussi radicale. Et le radicalisme n'est pas quelque chose qui me déplaît nécessairement. C'est que c'est une cuisine de rencontre. Quand j'évoquais que la cuisine, si on reste dans cette partie du monde, la cuisine japonaise soustrait, la cuisine chinoise additionne, la cuisine coréenne est un trait d'union. Et c'est ça qui, je dirais, c'est la voie du milieu, pour utiliser une expression bouddhique. Et c'est vrai que la voie du milieu engendre beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de force aussi. Et quand je dis douceur, c'est pas de tiédeur. C'est que la cuisine coréenne y va vraiment jusqu'au bout, parfois dans une force ou une intempérance énorme, avec toujours aussi une rondeur. C'est ça qui me plaît, c'est de voir finalement, alors vous me dites la différence, c'est que les cuisines expriment les esprits des gens, et la cuisine coréenne, c'est un lieu commun, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire, c'est l'âme de la Corée. Et à force d'y goûter, on peut le voir aussi bien, par exemple, si vous êtes amateur de tofu, ce qui est un petit peu difficile pour beaucoup d'occidentaux qui considèrent que c'est l'éloge de la fadeur. Et c'est vrai que plus vous allez essayer, plus vous verrez quand même que voilà, un tofu chinois, c'est pas un tofu japonais, c'est un tofu coréen, c'est un tofu coréen. Et c'est ça qui me réjouit. Il faut y goûter, y retourner. Alors, voilà, c'est évidemment, alors, c'est évidemment dans les saveurs un goût si coréen, on pourrait dire, avec cette association toujours des soupes, du riz et des plats principaux. Alors vous me direz, oui aussi, dans d'autres, la cuisine japonaise, il y a aussi toujours du miso-shiro ou une autre soupe, et puis non, j'aurais envie de dire une grande générosité. Mais peut-être que tout ça est très subjectif. Les goûts et les couleurs, hein, l'adage le dit bien, voilà, c'est ça. Et comme nous n'avons pas une connaissance par rapport simplement au temps de l'histoire, parce que les premiers restaurants chinois en France ont été ouverts
à l'époque où les premiers ouvriers chinois sont venus à Billancourt, donc presque un siècle, nous a fait découvrir ceci. D'autres cuisines, par nos relations coloniales, nous ont fait découvrir d'autres cuisines d'Extrême-Orient. La cuisine japonaise, comme je vous le disais, les premiers restaurants, c'est dans les années 30 à Paris, pour quelques apifions. La cuisine coréenne, il était dit que les premiers restaurateurs coréens à Paris, à vérifier, sont des Coréens qui avaient décidé de quitter leur pays pour aller travailler dans les mines allemandes dans les années 1970. Et que ce serait, je dis bien, j'utilise un conditionnel, que ce serait un certain nombre de ces Coréens qui ont décidé de ne pas retourner au pays, mais qui ont décidé de venir à Paris pour ouvrir les premiers restaurants coréens. Mais il faudrait que je mène une véritable enquête journalistique pour vous le confirmer ou non. Et pour ce qui est de la Grèce, par exemple, l'utilisation entre la cuisine chinoise et la cuisine coréenne, est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire? Il me semble, comme ça en tant que néophyte et amateur, que la cuisine coréenne, pour avoir été un peu en Chine et goûté à pas mal de restaurants, il y a plus de choses grasses, en moyenne bien sûr. C'est vrai que les graisses, quelquefois utilisées dans la cuisine coréenne, et là je dis ça sous réserve de nos amis coréens présents ici, sont souvent d'abord des graisses végétales. On va utiliser de l'huile de sésame, on va utiliser des huiles de pépins, et dans des quantités très réduites. Elles vont être là plus pour apporter des arômes que pour apporter, comme nous pouvons l'imaginer dans d'autres cuisines comme la cuisine chinoise, un gras direct. Voilà, c'est une intuition hein, comme ça, comme c'est une cuisine très saine, les techniques, mais toutes les techniques de cuisson existent, hein, les 5 techniques de cuisson existent dans la cuisine coréenne, comme dans la cuisine chinoise et comme dans la cuisine japonaise. Elle a je dirais, pour paraphraser l'ouvrage de Kundera, et c'est ce que j'aime, elle a cette insoutenable légèreté de l'être, la cuisine coréenne. Une autre question ou remarque, puis peut-être qu'on va libérer notre conférencier et puis aller le retrouver autour du buffet. Ça sera peut-être plus agréable. Une dernière question? Non? Oui? Pour compléter sur les différences qui étaient demandées entre les 3 cuisines des pays proches, de ce que j'ai lu en fait dans la littérature, c'est que les Coréens cherchaient la nourriture très pimentée pour se provoquer une sensation tactile, une sensation de brûlure, et de chercher une émotion en fait dans la brûlure du piment. Voilà, c'est ce que j'ai lu après. Mais en même temps, comme M. Delablaise a dit, que c'est vrai que le piment a été importé à peine, je crois que fin 17e siècle ou 18e siècle. 17e, oui. C'est Ouais. 17e siècle. Ouais. Donc là, effectivement, vous avez un petit peu raison, parce que la cuisine a commencé à être pimentée dans le temps récent. Moi, je vis en France depuis une vingtaine d'années. C'est vrai que moi-même, en l'espace de 20 ans, quand je rentre en Corée, je vois bien cette omniprésence de piment partout. Et en fait, ça me fait un petit peu peur, parce que les Coréens vivent aussi avec beaucoup de travail, beaucoup de concurrence, beaucoup de compétition. Je pense que le piment, il y a quelque chose à faire avec, mais ce n'est pas vraiment quelque chose d'historique qui était présent depuis. Même régionalement. Oui, dans la suite de ces idées, j'avais lu quelque part que la bonne cuisine coréenne n'était pas la plus pimentée. Oui. Dans la tradition de la cuisine royale, effectivement, cette cuisine est beaucoup plus douce. Ça, c'est certain. Il y a quelques années, à l'UNESCO, le Centre culturel coréen avait fait découvrir cette grande cuisine de cour, qui a été en plus appréciée par beaucoup de gens par une série télévisuelle coréenne où on voyait
voyait ces femmes qui cuisinaient en voyant ce film. Top Chef n'a rien inventé. C'est vrai qu'il y a dans l'aristocratie coréenne ou dans cette gastronomie royale une présence quasiment moindre, pour ne pas dire presque inexistante. Vous avez raison. Écoutez, merci. Merci.